nous avons proposé comme sujet du 40e numéro du PPACI, la tribune du PPACI, le thème suivant: vérité, justice, réparation et réconciliation. L'appel du président Laurent Gbagbo a fait éclater la vérité sur les crises ivoiriennes de 1999 au 4e mandat. Je voudrais, au nom du PPACI, saluer la présence des journalistes et on verra bien nos regrets pour tout ce qui a pu se passer. Avant d'aborder le sujet, je voudrais revenir sur un sujet que les négateurs de l'évidence essaient de justifier une position qui n'a aucun sens. Ça concerne la question de l'acquittement du président Laurent Gbagbo. On entend beaucoup de choses liées sur ça. Comme si c'est le président Laurent Gbagbo, le droit doit changer. Je voudrais annoncer ici que certainement la prochaine tribune va porter sur le procès du président Laurent Gbagbo. Je crois qu'on n'a pas suffisamment exploité et les gens s'amusent avec. On entend dire: tu as quitté, ça ne veut pas dire que tu es innocent, que tu n'as rien fait. On entend des gens dire ça. Je vais me prendre 5 minutes pour leur expliquer ce que c'est que l'acquittement. Je vais le dire dans des mots, choisir les mots qu'il faut pour se comprendre, et je vais illustrer ça par des faits très simples pour que ceux qui ont du mal à comprendre parfois le langage juridique puissent le comprendre. Il y a deux notions qui sont voisines en matière de procédure pénale: l'acquittement et la relaxe. La relaxe, elle est prononcée par les tribunaux correctionnels, c'est-à-dire pour les délits, pour les délits. L'acquittement est prononcé par les tribunaux criminels, les cours criminels, ce qu'on qualifie de crime. Les deux notions produisent les mêmes effets. C'est-à-dire, quand on est acquitté, on quitte le statut de simple présomption d'innocence au statut d'innocent définitif. Je voudrais expliquer pour que les gens comprennent. Lorsqu'on vous arrête pour une infraction, un fait criminel ou délictuel, vous êtes présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal régulièrement constitué vous déclare coupable. Et en matière criminelle, le dossier passe devant une cour, généralement le procureur saisit une juridiction d'instruction, le juge d'instruction. Et le juge d'instruction regarde le dossier sur la base des enquêtes humaines et deux possibilités s'offrent. Soit le juge d'instruction estime qu'il y a suffisamment de preuves pour t'envoyer en procès, il prend une ordonnance de renvoi en procès, devant une juridiction qui procède à ton jugement. Où le juge d'instruction peut dire: votre affaire là, je n'ai pas d'éléments qui justifient que l'affaire soit devant une juridiction de jugement. Alors, il prend une ordonnance de non-lieu. L'ordonnance de non-lieu, ce n'est pas un acquittement. Le non-lieu veut dire
sur la base des éléments que j'ai moi, juge d'instruction, je ne trouve pas suffisamment de preuves pour envoyer l'affaire en juridiction, en tribunal de jugement. Donc on te retourne. Dans les deux cas, dans ce cas, la poursuite s'arrête. C'est vrai. Mais la conséquence de cette décision, c'est que tu es toujours poursuivable sur la base. S'il y a d'autres éléments nouveaux qui viennent, on peut rouvrir le dossier et on peut te poursuivre sur la base de ces nouveaux éléments. C'est ça le premier non-lieu. Maintenant, on t'envoie devant une juridiction de jugement. La juridiction de jugement prend le dossier, écoute les versions des uns et des autres, analyse les faits, recoupe les preuves et prend une décision qui peut être soit la condamnation, soit le jugement envoie une condamnation, donc on prononce une condamnation, des peines, ou alors la juridiction dit, après avoir écouté tout le monde, je ne vois aucune raison de condamner cette personne, donc on acquitte la personne. La différence entre le non-lieu et l'acquittement, c'est que le non-lieu te renvoie dans son statut de présumé d'innocent, donc poursuivable, les mêmes faits, mais l'acquittement dit tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable, donc tu es innocent. Et cette décision frappée, quand elle est devenue définitive, de ce qu'on appelle la force de la chose jugée, tu ne peux plus être poursuivi pour tes faits, en tout cas pour tes faits liés à tes infractions. Au niveau de la CPI, ce qui fait office de juridiction d'instruction, c'est ce qu'on appelle la chambre préliminaire. Et quand le président Laurent Gbagbo est arrivé là-bas, il y a une première décision qui est sortie le 3 juin, qui ma tête de mémoire est bonne, 2013. Le président est parti à la CPI le 29 novembre. Il a fait sa première comparution où on lui a lu les charges. Parce que quand on t'envoie, le juge va te dire pourquoi je t'ai envoyé ici. On lui a lu les charges le 5 décembre 2011. La chambre préliminaire qui a statué sur le dossier est arrivée le 3 juin 2013 à la conclusion de 2012, à la conclusion qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour envoyer le président Laurent Gbagbo en demande de juridiction de jugement. Donc, le président Laurent Gbagbo retrouvait normalement dans un pays, dans une juridiction normale, il devait prendre ses bagages pour rentrer en Côte d'Ivoire. Que non, comme il s'agit de Laurent Gbagbo et qu'il faut lui appliquer un droit spécial, les juridictions disent, les juges disent, écoute, procureur, ton dossier là est faible. Mais on te donne une prolongation. Va chercher d'autres éléments pour venir soutenir ta thèse. C'est comme si vous vous promenez et puis on vous arrête. Et puis on leur dit, mais tu n'as rien fait. Mais comme tu es déjà là, allez-y chercher quelque chose, n'importe quoi pour venir quand même, on va le juger. Elle en a pris encore pratiquement 1 an. Pour que le 3 juin, le 12 juin 2013, il décide que à 2 contre 1, et dans des conditions, on va revenir là-dessus pendant notre quand on va ouvrir ce chapitre-là, dans des conditions qui restent songeurs. Parce que le juge allemand, Kohl,
qui avait balancé la première décision en faveur du non-lieu, on lui a prêté l'intention qu'il est revenu sur sa décision. Et donc, il y avait deux maintenant qui étaient pour la poursuite du procès, le renvoi en procès contre la seule dame belge qui a maintenu sa position de départ. Il se trouve que le juge Cole est décédé 3 semaines après. D'un cancer. Je ne suis pas médecin, excusez-moi, je ne suis pas médecin, mais un dossier aussi complet de 4000 pages de preuves que quelqu'un qui a un cancer en phase finale ait pu lire ce dossier. En fait, moi je ne suis pas médecin, mais j'ai des doutes. Mais c'est qui le cas c'était fait. On ouvre le procès. On finit le procès avec 82 témoins qui sont censés être les témoins à charge. On finit. Les juges estiment que les témoins et les preuves fournies ne justifient pas la cause qui est présentée devant eux. Et c'est en anglais que c'est bien dit, no case to answer. C'est-à-dire, moi le juge, tu ne m'as pas présenté un cas qui mérite une réponse de celui qui est poursuivi. C'est simple. C'est comme si tu me dis, Doyen Tibé m'accuse que j'ai volé. Bon, comme c'est ouais, du manioc chez lui. La sauce du manioc. Bon, on va chez le juge dit, mais ouais, ton champ de manioc est où? Il se trouve que M. Tibé n'a même pas un seul pied de manioc. Il n'a jamais eu un pied de manioc. Mais le juge va dire, mais enfin, laisse le monsieur parler. Parce que, pourquoi veux-tu qu'il t'envoie un témoin pour venir justifier d'un fait que toi-même, tu n'as pas de champ de manioc? Donc, tu n'as pas un cas à présenter. Tout, en principe, les preuves à décharge doivent venir contredire ce que tu as avancé l'accusation. Mais tu ne nous as même pas présenté un cas qui me justifie. C'est que les juges reviennent déjà ce qui avait été dit. Donc, ouvrez le débat sur cette affaire. Le débat sur. Et les juges arrivent à la conclusion qu'effectivement, nous avons raison, il n'y a pas de cas à défendre, puisque le cas, on a besoin de ne repose sur rien. Donc, ça n'existe pas. Le cas n'existe pas. C'est ce que ça veut dire en français, terre à terre. No case to answer. Et là, le débat va s'ouvrir. Donc, ils accusent le président et Charles de Gaulle. Ils sont acquittés. C'est-à-dire qu'ils sont innocentés. C'est là le procureur de la CPI va faire appel pour dire non. Il faut peut-être dire qu'ils sont, comment on appelle, il faut nous prononcer un non-lieu. Mais les juges disent non, le non-lieu là, il n'y a pas de non-lieu devant les juridictions de jugement. C'est en instruction. Mais pourquoi elle se battait pour ça? Alors qu'elle avait refusé le non-lieu, elle se bat pour que les juges prononcent un non-lieu après le jugement. Parce qu'elle voulait toujours maintenir le président Laurent Gbagbo tout le fait de la présomption, tout le fait d'une éventuelle poursuite. Donc, le président a été acquitté. C'est-à-dire, pour les faits, les charges qu'on avait mis sur lui, génocide, viol, crime contre l'humanité, tous ces choses, parce que crime de guerre. Parce que dans la réalité, il y a la qualification et on prend des faits pour illustrer la qualification. Je dis, il a fait ça, ça ce sont la qualification des faits. Maintenant, quels sont les faits qui me permettent de dire? Il y avait l'histoire de la marche du 16 décembre, il y avait la marche des femmes du 8,
il y avait l'histoire de marché Siaka, et puis un événement qui a eu à Litouron après l'arrestation du président. Ce n'était que des éléments pour illustrer la charge. Mais ce n'est pas ça, c'est pas pour ça. Ce ne sont que des éléments pour illustrer ce pourquoi on le poursuit. Mais quand tu dis, par exemple, et je vais finir par là, pour ne pas aller plus loin, que devant un juge, que le président Gbagbo a fait un génocide, donc il visait, le génocide, c'est pour que tu as visé des personnes bien précises, un groupe de personnes bien précises, soit pour ses origines ethniques, ou religieuses, ou politiques. Je simplifie ça. Et que tu dis qu'on a envoyé une bombe et allait exploser sur le marché Siaka Kone à Bobo. Mais il faut que tu prouves que ce marché-là, il n'est fréquenté que seulement par les personnes qui étaient visées. Mais en Côte d'Ivoire, c'est quel marché qui est visé par les autres? Donc, ton narratif et puis l'objectif poursuivi, non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Voilà comment le président est acquitté. Et comme les Ivoiriens aiment bien l'humour, j'ai lu quelque part, et je finis par là, pour ceux qui n'ont pas bien compris. Acquittement. On dit. Les noms que j'ai cités, ce n'est que des hasards. À Logwale, les Yarouba, il y avait un monsieur qui s'appelait Mapé Quaqueuse. Son cousin s'appelait Bakongo. Si c'est des noms Bakondo. Ce sont des noms, hein, c'est des noms qui sont des coïncidences. Hein. Et puis, ils avaient leur neveu qui s'appelait. J'oublie son nom. Claude Saïd. C'est le sort des noms des choses. Et le Yacouba, il y a un Yacouba qui a accusé d'avoir volé des grenouilles et du manioc. On envoie l'affaire là-bas pour le juger à moi. Mais le juge, c'est ce nouveau. Lui, il ne peut pas comprendre qu'on puisse envoyer quelqu'un devant lui pour une affaire de grenouilles et de choses. C'est très précieux chez eux, mais ce n'est pas précieux chez nous. Et donc, le gars, il juge. Et il dit non, je relâche le monsieur. Allez, pourquoi ils ne sont pas contents parce que c'est très précieux chez eux. Ils font appel de l'affaire à moi. Mais quand on a relâché, on a appelé son parent, Mabou Toakeuse, qui ne parle pas bien le français, et c'est Bagondo qui est son interprète, pour lui dire, ah, on a fini, hein, c'est fini, il va rentrer. Le procureur c'est un ouais. Lui il connaît ce que ça veut dire, l'histoire de grenouille et de manioc. Il fait appel l'affaire à la loi. Et il maintient les Yacouba toujours. Entre temps, Claude Saïd avait déjà appelé son père Bagondo pour dire ah, il a été libéré, hein, il arrive. Le soir on arrive, on l'a maintenu encore. Ils ne comprennent pas. Il dit mais on dit que c'est fini, c'est quoi cette affaire? Et quand l'affaire est arrivée à autre chose, à l'appel, le juge, c'est un gros, il s'appelle Toby. Lui aussi, il ne comprend pas qu'on puisse emmerder les gens avec l'histoire de grenouilles et de manioc. Et il déclare, il dit non, l'affaire est définitivement close, il jette la peine. On appelle donc, Claude appelle Bagondo pour dire à Mabri que, ah, on arrive. Mais le vieux dit à son, il dit, mais la dernière fois, on nous a dit qu'on a libéré et puis les récits. Est-ce qu'il a quitté moi? Comme je dis, comme Claude Saïd ne parle pas bien, pas le français, mais Bagondo ne parle pas bien le français. Bagondo traduit ce que Mabri a dit. Vous demandez à Claude Saïd, est-ce que le petit là, il a quitté moi? Il dit, mais a quitté moi? Il dit oui, on est sur le carrefour de l'année pour aller à Chaux. Il dit ça moi. Il dit ah, si ça a quitté moi, c'est que c'est fini. Donc le mot acquittement, c'est là ça vient, acquittement. C'est fini, c'est définitif. Pour que au moins ceux qui ne comprennent pas ça, essayez de prendre caricaturer pour rester un peu dans notre tradition africaine ivoirienne, des alliances, pour caricaturer, pour amener les choses de façon simple, pour que chacun comprenne. Quand on a acquitté quelqu'un, il est innocent pour du bon.
le président Laurent Gbagbo est innocent. Et alors, ça me permet d'aborder maintenant le sujet. Qui est coupable? Alors, rapidement, les deux initiatives, le message du président Laurent Gbagbo et l'initiative qu'il a faite le 8 décembre dernier, le 8 décembre, c'était ça, le 29 novembre, l'île Pau, ce sont deux initiatives qui pour nous sont d'accord. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de sauver la Côte d'Ivoire. On ne peut pas sauver la Côte d'Ivoire en continuant de garder des plaies purulentes. Donc quand le président prend l'initiative des îles Pau et qui prend par la suite l'initiative de s'adresser au peuple, pour que tout le passif qui frélate l'histoire de nos peuples et de nos relations, que ce passif-là soit définitivement lavé. Pour nous, ce sont deux initiatives qui sont importantes. Parce qu'il s'agit de stabiliser de façon définitive la Côte d'Ivoire. Et comme vous le verrez, cette stabilité passe par l'évacuation d'un certain nombre de questions qui sont des questions un peu qui ternissent un peu les rapports sociaux. Et du message du président Laurent Gbagbo, nous avons retenu trois choses, trois axes, autour desquels nous avons élaboré, nous avons structuré notre intervention. Le premier axe, c'est le rappel des faits de 1999 jusqu'au 4e mandat. Ce sont des faits qui conduisent à un sentiment d'injustice. Deuxième point, donc un sentiment d'injustice qu'il faut évacuer de la Côte d'Ivoire afin d'établir une réconciliation définitive pour les générations à venir. Troisième axe, rappel des faits. On commence par le 24 décembre 1999. Nous avons appelé ça le point de rupture. Le 24 décembre 1999, au moment où nous apprêtons à faire les Noëls, on nous apprend que les militaires sont fâchés et qu'ils font une mutinerie pour se plaindre du fait qu'on a fait leur prime de mission en RCA, la République centrafricaine. Dans cette affaire, finalement, de mutinerie, ça se transforme au renversement du pouvoir de Henri Konan-Bédié et du PDCI. Un pouvoir qui gérait depuis par contre 1946. On dit les choses telles qu'elles sont. Mais parce que c'est depuis 1946 que le président Foué est devant, le PDCI est devant la scène politique jusqu'à 1993. À ce jour, seuls les militaires qui ont mené son coup, c'est eux seuls qui portent l'entière responsabilité parce que, en dehors de personne n'a jamais dit qui est derrière du coup d'État. Et je pense que le PDCI et les Dieu à son âme, ils ont besoin qu'on sache définitivement qui a fait quoi dans cette affaire. C'est d'autant plus important que ça a été le point de rupture et qui a entraîné une série de crises jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui. Et comme il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a jamais eu. Tout le monde se perd en conjecture. Chacun dit, c'est pas moi. Mais quand on regarde le contexte dans lequel ce coup d'État est lieu, il faut bien le rappeler. Il y avait la question de l'igualité qui était présentée comme étant un élément qui détruisait la société. Et ça, à ce moment précis, le 24 décembre, il y avait les cadres RDN qui avaient été tous arrêtés. Quelques-uns étaient arrêtés et puis les autres sont allés se joindre à eux. Et ça avait crispé l'atmosphère. Je m'en tiens au fait. On se souvient d'ailleurs la bataille que le président Laurent Gbagbo, même quand lui ne connaît pas ça, a essayé de mener pour obtenir que, ne serait-ce que, on élargisse ces personnes-là pour qu'elles puissent faire la Noël ensemble. Et je peux le dire, je sais, je suis en connaissance de cause, parce que le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, en son temps, c'était son parent, et il m'a fait cette confidence. Combien de fois le ministre, à son âme, du Bonan,
ancien préfet, comment le président Gbagbo s'est démêlé auprès de lui pour négocier, pour qu'il intervienne auprès de budget pour libérer les cadres et qui avaient été arrêtés en 1999. Ça, c'est une confidence que le gouvernement m'a fait. Et donc, dans telle circonstance, dans tel contexte, tous les narratifs forcément soulèvent des passions. Qui a fait quoi dans ce coup d'État du 4 2019? Jusqu'à aujourd'hui, la question n'a jamais été clarifiée. Deuxième étape, 2000-2020, c'est que j'appelle les 2 décennies infernales pour la Côte d'Ivoire. Et pendant ces 2 décennies, nous avons connu tout. Le régime militaire, avec ses abus, le complot du cheval blanc, l'élection présidentielle de 2000, le charnier de Yopougon, le coup d'État manqué du 7 au 8 janvier 2001, le coup d'État manqué du 9 septembre, la rébellion de 2002 à 2010, les accords de Ouagadougou, l'élection présidentielle d'octobre 2010, la guerre de la crise post-électorale mars-avril 2011, le massacre des populations de l'Ouest, la déportation du président Laurent Gbagbo à la CPI et le procès de son acquittement. Voici les faits qui ont meublé ces 20 dernières années. Nous allons les dire rapidement. Le régime militaire et ses abus. Nous tous, nous avons été témoins qu'il y avait effectivement, à un moment donné, des abus qui avaient été soulevés par le régime militaire, que dirigeait en son temps le général Pierre Robert. Ces abus se sont aggravés quand il a décidé d'être candidat à l'élection de 2000. Et quand il a pris cette décision, évidemment, les gens ont commencé à avoir des manœuvres. Qu'il a tenté d'éliminer un certain nombre de candidats. Et donc des militaires qui n'étaient pas contents qu'il ait voulu conserver le pouvoir, ou du moins en essayant d'éliminer certains candidats, dont leurs favoris. Et c'est là où la focalisation sur la constitution de 2006, le fameux EEU, et finalement, on arrive à une situation difficile, et cette situation difficile arrive à ce qu'on appelle le complot du cheval blanc. Écoutez bien la chronologie. Nous, pour mener cette réforme, on n'a même pas voulu prendre des positions de notre parti. Parce que citer notre parti, les gens vont dire qu'on est partisans. Pour tous les faits, les documents que nous allons donner comme éléments de preuve, ce sont des coupures de presse ou des communiqués. Et ce n'étaient pas des presses qui sont, à tout moment, ce n'étaient pas des presses habillées à nous. Le Monde, le Libé, Echo et autres. C'est eux que nous allons citer. Pour rester, pour garder le caractère neutre et de notre position. Afin que les gens ne nous prennent pas d'intention de vouloir occulter la vérité. Le 17 septembre 2000, décidément le mois de septembre, il faudra bien qu'on réfléchisse encore une fois s'il ne faut pas le sauter. La résidence du chef de l'État est attaquée par les militaires. Cette attaque fait officiellement quand même 6 morts. 2 militaires loyaux, aguerris, et 4 assaillants, comme ils les avaient appelés. Dans cette affaire, le cheval blanc du général Gueye est retrouvé égorgé. C'est pourquoi on donne le nom. Là, les Ivoiriens, ils ont oublié les hommes qu'on a tués. Le cheval égorgé qui a laissé le nom sur le complot du cheval blanc. Et les instigateurs de ce complot sont arrêtés. Ceux comme tels. Sur le site du journal français Libération, du 30 novembre 2000, écrit à 7h19, il est écrit:
Le capitaine Sako et une trentaine de complices sont arrêtés dans les heures qui décident à mettre en cause le général Guéhi. Cette plainte n'a jamais prospéré. Donc, du coup, on ne sait pas finalement la vérité de cette affaire. La seule chose qu'on sait, c'est que ceux qu'on a arrêtés sont tous des personnes qui sont musulmans et du Nord. C'est que le journal a dit. Écoutez très bien le narratif. Et c'est dans cette transition-là qu'on organise les élections de 2000. Que le président Laurent Gbagbo appelle même qualifié de calamiteuse. Pendant ces élections, il y a deux candidats favoris, le président Laurent Gbagbo pour le compte de FPI et le chef de la jeune, le général Guéhi. Les jeunes donnent vainqueur, le président Laurent Gbagbo. Et le chef de la jeune, appuyé par les militaires, décide de défier le vote des populaires. Il s'ensuit donc une bagarre. On arrête le président de la Commission nationale électorale. Le père c'était dedans. Je l'appelais tellement qu'il a lu les femmes, il m'a insulté. Il était celui qui représentait le parti à la CNE. Et puis finalement, il y a une bagarre qui est entre la population, au-delà des militants du parti, notre parti, et les militaires. Au moment où l'affaire est sans être finie, il y a une autre crise qui se lève, cette fois-ci entre les militants du RDR qui disent qu'ils ne reconnaissent pas l'élection. Une élection à laquelle leur leader n'avait pas participé. Il y a une bagarre. Selon le site Wikipédia, c'est ça non? Ce jour-là, il y a eu 300 morts en Côte d'Ivoire. Dans le journal Les Échos de France, français, du 30 octobre 2000, écrit à 1h01, l'on peut lire ceci. Écoutez bien. Mais le RDR qui dresse un bilan de 155 morts, principalement parmi ses militants et ses partisans, réclame la création d'une commission d'enquête internationale, une façon de remettre dans le jeu l'Organisation de l'Unité africaine qui n'a pas reconnu l'élection de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, ça nous indique qu'ils ont 150 personnes qui sont tuées dedans. C'est pour tout ça que le président Laurent Gbagbo qualifie ces élections de calamiteuses. Alors qu'il a fait à peine fini de prêter serment, et qu'il a même avant reçu les deux leaders de l'opposition significative en son temps, le PDCI présenté par Laurent Gbagbo et le RDR représenté par la chef d'État, Ouattara, et que nous disons, bon, écoute, je pense qu'ils sont par là pour discuter de leur entrée au gouvernement, qui était un engagement que tous avaient pris à Yamoussoukro devant les présidents et Yadema et Kérékou. Le président ne fait que mettre en application la parole qu'il avait prise avec qu'ils avaient donnée. Alors qu'on pensait que tout était fini et que ça allait abaisser le lendemain, on nous parle du charnier qu'on aurait découvert à la lisière des Boubou. Un charnier qui comprenait 57 morts. Voici ce qu'est écrit le journal Écho que j'ai précité. Selon un survivant, les victimes sont des nordistes, partisans du RDR, et leurs assaillants ont été épaulés par la gendarmerie, premier corps de l'armée à Sierra-Leone dès mercredi à Laurent Gbagbo. C'est-à-dire les 57 corps, sans même qu'on les identifie, il y a un qui a reconnu que lui, il reconnaît à partir du corps l'ethnie, l'origine et la religion des corps. Le président a ouvert une enquête. Les gendarmes ont été cités pour comparer devant le tribunal et le tribunal les a déclarés non coupables parce que personne n'a prouvé leur implication dans cette affaire. Jusqu'à ce jour, le mystère
de charniers reste entier. On ne sait pas qui a fait ces charniers. Tout ça, ce sont des faits qui se sont passés au Côte d'Ivoire. La tentative du coup d'État du 7 et 8 janvier 2001, alors qu'il est en Italie, non, c'est pas ça. Là, il était ici. Les 7-8, la Mercedes noire, on a aussi compris le Mercedes noire. Ce jour-là, cette nuit, je crois que je venais direct à maman. Je crois que j'étais à maman. J'étais à maman. On est réveillé avec des petits. Des gens même à la béninoise, ils sont même passés à la radio, ils ont pris tout à la télévision, tout. Et puis, finalement, ils sont repoussés. Et voici ce qu'écrit le journal Le Monde, qui rend témoin de ça. Le journal Le Monde, du 11 octobre 2002, sur son site, écrit à 010 et modifié le 27 octobre 2021 à 15h33, écrit par Stephen Smith, avec Damien Glaise et Vincent Rigouleux, parce que c'est très important que ces précisions. Voici ce qu'il écrit. Les 7 et 8 janvier 2001, Ibé, Ibrahim, est impliqué dans le coup de la Mercedes noire. La limousine escortée d'un convoi de 4x4 qui venant du nord fait route vers Boaké, en même temps que des éléments armés à Abidjan, à 450 km au sud, attaque la résidence du président Laurent Gbagbo. Donc, le journal affirme que, là encore, c'est Ibé qui était derrière cette opération. Jusqu'à aujourd'hui, cette affaire, elle est restée sans éducation, sans éclaircissement. Et c'est ça qui va nous envoyer au 19 septembre. Le 19 septembre, tout le monde connaît l'histoire, on ne va pas revenir là-dessus. Mais sur cette question, le président de Laurent Gbagbo, dans son document Gbagbo, dans son document, une question bien précise. Qui a financé cette rébellion? Une rébellion, ça se finance. S'il est vrai que 2 personnes se sont officiellement combattues pour la paternité de la rébellion, d'un côté Ibé et de l'autre Soro Guillaume, qui lui-même a fait un livre pour justifier cette rébellion, des questions restent. Qui a financé cette rébellion? Quel a été le rôle joué par certains pays, notamment la France et le Burkina Faso? Du Blaise Compaoré. Il y a eu des conséquences de cette rébellion. Les castes des agents de la BCAO de Boaké, de Mans et de Gorogo, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'éclaircissement là-dessus. Et cette rébellion, le coup d'État à la tête c'est mieux en rébellion. Et le président de Laurent Gbagbo, là on arrive au niveau des accords de Ouagadougou, fatigué de courir de sommet en sommet, prend 2 décisions fondamentales que lui-même il rappelle dans le courrier qu'il a adressé. Appuyé par le président Thabo Mbeki, il décide 2 choses. Et je le cite. Permettre à Alassane Ouattara de se présenter comme candidat à la prochaine élection présidentielle et engager un dialogue direct avec le chef de la rébellion, Soro Guillaume, pour mettre fin à la guerre. Lettre à la nation du président Laurent Gbagbo le 8 décembre 2025, page 2. L'accord de Ouaga est signé le 4 mars. Et il permet une certaine accalmie où le président peut lui-même faire une tournée dans le Nord. Malheureusement, malgré tous ces sacrifices qu'il fait, la seule obligation qui était pesée sur les rebelles, c'était leur désarmement. Au lieu de l'aider à obtenir ce désarmement, comme lui-même le dit, c'est plutôt la pression qui est mise sur le président Laurent Gbagbo d'organiser des élections dans ces conditions-là. Aujourd'hui, les gens essaient même d'utiliser ça contre le président Laurent Gbagbo.
en sortant du contexte dans lequel ça s'est passé, comme si c'était de gaieté de cœur qu'il avait décidé de faire, alors qu'on a mis la pression sur lui, une pression énorme, à la fois en interne, par les partis politiques aujourd'hui qui veulent tirer profit de ça, que de l'Union européenne, de la France et de l'ONU. Aujourd'hui, les gens, les adultes me disent on veut utiliser ça contre le président Laurent Gbagbo. On oblige à faire une élection sans désarmement. Donc, on sait la suite. On fait organiser les élections. Et puis, un contentionnel dont le règlement est prévu par les mécanismes internes. Le contentieux est porté devant le Conseil constitutionnel qui tranche en faveur du président Laurent Gbagbo. Comme c'est fait dans tous les pays. Quand on n'est pas content, on va devant un juge. Et le président du Conseil constitutionnel siège donne raison au président Laurent Gbagbo. On pensait que l'affaire close, quand, et je cite encore le président Laurent Gbagbo, alors que les débats semblaient clos, quand Alassane Ouattara, son ami Nicolas Sarkozy, président français et le représentant de l'ONU, mirent en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel et décidèrent qu'Alassane Ouattara était le vrai vainqueur. Laurent Gbagbo, lettre à la nation du 8 décembre 2025, page 3. Malgré son appel au recomptage des voix, pour régler ce contentieux, c'est plutôt la guerre qu'on lui offre. La guerre post-électorale du 2011 et ses nombreuses séquelles. Selon le rapport Bani, il y a eu 3248 morts. Le rapport Bani allait plus loin, mais je parle de la période concernée. 3248 morts. Je dis le rapport. Et ce chiffre se comporte, selon la commission du Bani, de 1069 morts attribués au camp Gbagbo, 727 morts attribués au camp Ouattara et 1069 morts non attribués. Vous allez voir, c'est pas qui les a tués. Je crois que si vous réfléchissez, vous ne savez pas, il ne fallait pas trop contrebalancer les chiffres. Bon, là, on dit qu'on ne sait pas qui les a tués. Pour la même période, l'ONU pourtant avait dit n'avoir enregistré que 462 morts. Jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête judiciaire n'a été menée pour établir ne serait que de façon irréfutable la liste de personnes qui ont été tuées et établir, situer les responsabilités. Jamais. Il n'y a pas d'enquête. Et c'est dans ça qu'il y a le massacre des Oué. Dans un communiqué rendu public le 9 avril 2011, l'ONG Human Rights Watch, l'on peut dire, les forces loyales au président élu Ouattara ont tué des centaines de civils et violé plus de 20 femmes et filles perçues comme appartenant au camp de son rival, Laurent Gbagbo. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ce n'est pas le père qui le dit, ce n'est pas le père de notre parti qui le dit. Je suis en train de lire un rapport de Human Rights Watch. Et incendié au moins 10 villages dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Site de Human Rights Watch du 9 avril 2011, publié à 8h57. Et que nous avons consulté le 10 décembre 2025 à 14h16. Quand vous faites un document, c'est des choses, il faut les préciser pour ne pas que vous faites des choses que vous n'avez pas, que vous faites des choses. Un article du journal Le Monde intitulé Adiokwe, le choc d'un massacre de grande ampleur en Côte d'Ivoire, publié le 7 avril 2011 à 19h11 et modifié le 8 avril 2011 à 11h47, rend public un extrait d'un communiqué du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, qui écrit que au moins 800 personnes auraient été tuées le 29 mars lors de la violence intercommunautaire dans le quartier Carrefour de la ville de Diokwe. C'est le CICR qui écrit, ce n'est pas nous qui le disons.
l'ouest du pays. C'était le 2 avril 2011. Le 2 avril 2011, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, a publié un communiqué dans lequel elle écrit: la FIDH confirme l'existence des massacres dans la ville de Djokwe, dans l'ouest du pays, où depuis le second tour de l'élection présidentielle, plus de 800 personnes ont été exécutées. Des témoignages confirment des exécutions ciblées d'individus, notamment Guéré, le 29 mars 2011 dans le quartier Carrefour. Les choses sont claires. Je rappelle que ce n'est pas un communiqué du PPACI. Ce massacre suffisamment documenté, à ce massacre suffisamment documenté, il faut ajouter celui de Naïbli. Naïbli. C'est Naïbli de Naïbli. Voilà. Moi, je ne suis pas trompé. Qui a eu lieu le 20 juillet 2012. Sur ce dernier massacre, Amnesty International écrit sur son site le 29 juillet 2012 un article référencé AFR 31-009-2013, ce qui suit. Le 20 juillet 2012, le camp de Naïbli, qui abritait quelques 2500 personnes déplacées, a été attaqué et détruit par les populations locales des Dozo, une milice soutenue par l'État et les éléments de l'armée ivoirienne. Des soldats et policiers de l'ONUCI affectés dans ce camp n'ont pas mis un terme ou n'ont pas été en mesure de mettre un terme à cette attaque. Un an plus tard, les enquêtes ouvertes par les autorités sur ces crimes commis lors de cette attaque ont connu peu de progrès. À ce jour, ça j'ai fini. Félicitations. Donc on peut dire qu'à ce jour, l'on peut dire que seul le président Laurent Gbagbo et son camp ont été jugés. On arrive au jugement. Le 29 novembre, ça je l'ai déjà fait, je ne vais pas revenir là-dessus. Après un passage dans un peu nombre de Congo, dans une maison, ils m'ont dit, ne va même pas la lumière. Il est déporté un matin hivernal, et Dieu se fait que c'est quelques l'hiver néerlandais, avec une petite chemise comme s'il allait à maman, et qui était pratiquement 33 degrés pour aller à moins 5 degrés, moins 3 degrés. Ce monsieur là, c'est survivant. On ne pas dire c'est un revenant. Et donc, lui, il arrive d'avoir le 29, et par la suite, il est rejoint par Bleu Goulé. En 2014, les deux dossiers sont joints. Les deux dossiers étant joints. Et puis, finalement, on connaît l'histoire, il a été acquitté. Mais malgré l'acquittement maintenant en quartier résidence surveillé, et il revient on acquitte définitivement le 31 mars. Jusqu'à aujourd'hui, malgré son acquittement, le président Laurent Gbagbo continue de subir les conséquences de la crise de 2000, comme s'il était le seul de 2010, puisque c'est sur cette base-là, sur la base de prétendu braquage de la BCAO, que la BCAO ne connaît même pas, qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est exclu. On lui refuse même le droit de vote, le droit élémentaire de vote. Donc finalement, c'est lui seul et son camp. Voici le rappel des faits. C'est-à-dire toute cette kyrielle de faits n'a jamais connu la lumière de la vérité. Dans une république, dans un État, dans une nation, cela est dangereux. Ça donne un sentiment d'injustice. Et c'est l'appel du président Laurent Gbagbo, et c'est le deuxième point, c'est pour finir avec ce sentiment d'injustice. Seuls, on peut le dire aujourd'hui, les proches du président Laurent Gbagbo et ses proches, c'est ceux qui ont été jugés. La dernière fois, on vous a situé, on vous a donné le nombre de personnes qui sont encore détenues à la suite de la crise de 2011, qui sont proches de nous, 114.
militaires comme civils. De l'autre côté, il n'y a que Orémi, Amadé Orémi. On dit c'est lui qui a tué tous les ouais. Et le tribunal correctionnel, le tribunal criminel l'a condamné à perpétuité, ce n'est pas dit encore, à perpétuité, et l'a reconnu coupable des faits de crimes contre les populations, pillage, séquestration, meurtre, etc. commis dans la ville de Djokoui. Ils ont tout fait pour ne pas prononcer le mot génocide. Et je vous explique. Parce que le génocide, c'est un complot. Le génocide suppose un plan. Donc si même l'avocat, son avocat, Maître Teriba, avait demandé qu'on qualifie les faits de génocide, ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils ont pris tous les éléments constitutifs du génocide, mais ils n'ont pas prononcé le mot génocide. Parce qu'en prononçant le mot génocide, c'est comme si tu reconnaissais qu'il y avait, ça se prépare. Donc c'est un complot, il y a une organisation qui est mise en place. Forcément, ça va ouvrir d'autres choses. Donc c'est le seul moment qui a été condamné. Et lui-même il dit, je dis, et ce sont les propos que je prends, sont les propos tenus par, rapportés par à l'AFP le 16 avril 2021, qui dit, aujourd'hui qui parle, je n'avais pas de fusil, je n'étais pas seul. Moi, en 2011, je n'avais pas de fusil, je n'étais pas seul. Il affirme avoir été sous la responsabilité des chefs militaires qui commandaient dans l'ouest de cette région. Ce sont ces propos qui ont été rapportés par l'AFP. Mais aucun de ces militaires n'est venu. Alors j'ai interrogé l'avocat hier. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle a cité des personnes pour qu'elles viennent à la barre. En tant que témoin. Alors il semble que le procureur en son temps, ce n'est pas celui actuel, le procureur en son temps, a dit qu'il a tout fait, mais n'a pas pu faire venir ces personnes à la barre pour témoigner. Et c'est le procureur qui demande à elle de les aider à les faire venir. C'est vrai, avec toutes les forces, le procureur dit, moi je ne peux pas, mais comme pour toi qui as demandé, débrouille-toi, il faut nous aider, on va les faire venir. Donc ils n'ont jamais compris. Ce sont les propos du juge. Selon Maître Siripa, propos recueillis et rendus publics par le journal du Monde, elle pense que Amadé n'est responsable qu'en partie. C'est injuste de lui faire endosser la responsabilité tout seul de ce qui s'est passé à Djokoui. Ce procès ne nous a pas permis d'élucider ce qui s'est passé à Djokoui, de sorte que trop de zones d'ombre font encore réfléchir. Ce sont les propos de Maître Siripa rapportés par le journal du Monde. Et elle n'est pas la seule à réfléchir. La FIDH, elle aussi, a fait un communiqué sur cette question. Et dans ce cas, elle émet aussi des réserves sur un certain nombre de points. Elle dit ceci, la FDIH. Toutes les autres procédures judiciaires dans lesquelles nos organisations représentaient plus de 200 victimes et des dizaines d'auteurs présumés de crimes de droit international, parmi lesquels des hauts responsables militaires, avaient été formellement mis en cause et inculpés. Ces dossiers ont été clôturés, laissant les victimes sans recours. C'est FIDH qui. On ne parle même pas des crimes de la rébellion. Là, c'est bien total dessus. Donc, le président soulève des questions fondamentales quand il soulève cette question-là. Et la question qu'il soulève, ce n'est même pas lui qui la soulève. Et c'est là que je vais répondre à une certaine personne qui dit non, est-ce que le président Laurent Gbagbo a le droit de saisir la CPI? Est-ce que, parce que la CPI, effectivement, il y a des modalités pratiques. Ce sont les États membres ou quelques associations des États membres, mais le procureur aussi a l'initiative des poursuites. Mais le président Laurent Gbagbo, il n'a pas envoyé une affaire au tribunal à la CPI. Déjà, la chambre préliminaire, lorsqu'elle autorisait
le procureur à ouvrir une enquête sur la situation en Côte d'Ivoire, avait instruit le procureur de lui fournir également toutes les informations dont il disposerait concernant la rébellion. C'est dans la décision qui a été prise par la chambre préliminaire qui autorisait Ocampo à ouvrir un procès, une enquête. Donc, déjà, la CPI avait déjà mentionné ça. Jusqu'à ce jour, la CPI n'est jamais revenue sur cette affaire. Mais puis, même celle de 2018, pour laquelle il avait été également demandé à la Cour, c'est-à-dire, il faut que nous comprenions bien. C'est vrai que les gens nous ont colonisés, mais on n'est pas bêtes. Parce que lorsqu'il y a une procédure judiciaire, une enquête, on dit on a tué telle personne à la rivière Palmeraie. Oui, il y a des meurtres posés à la rivière Palmeraie. À la Palmeraie. Et puis, l'officier de police judiciaire qui vient pour l'enquête, il dit non. Moi, ceux-là, je vais faire une enquête séparée. C'est telle famille, et la soupçon, c'est lui qui a fait. Telle autre famille, vous la. Attendez, hein, quand il a fini de faire l'enquête sur une autre famille, là, je vais venir faire pour vous la part. C'est quoi ça? Ce sont les faits qui déterminent les criminels. Les criminels ne sont pas présumés. Ce sont les faits. Or, il y avait une série de faits qui ont lieu au même moment. Comment vous pouvez identifier un certain nombre de faits, dire nous on va enquêter et puis les autres là, on va venir après. Donc, le président Laurent Gbagbo, il n'a fait que rappeler les responsabilités, l'engagement pris par la CPI. Il n'a pas porté plainte. Je dis qu'il n'a pas. Il a fait que dire à la CPI ce que vous devez faire. Et il n'est pas seul. Il n'est pas seul. L'OIDH, l'Observateur ivoirien des droits de l'homme, a saisi le 3 octobre 2024 le bureau de la CPI. Pour le relancer sur la situation de la Côte d'Ivoire. Voici ce qu'écrit le bureau de la du procureur le 20 novembre 2024, la réponse comme réponse. Je tiens à vous assurer que nos enquêtes sur les crimes relevant la compétence de la Cour qui auraient été commis en Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011 se poursuivent. La récente annonce du greffe de fermer le bureau des terrains à l'horizon 2025 n'impacte pas la poursuite de nos opérations dans la situation en Côte d'Ivoire. Notre bureau est sensible aux attentes de justice et de vérité des victimes de la crise post-électorale et du peuple ivoirien et à l'intérêt public des progrès dans nos investigations. C'est ça la c'est le bureau du procureur qui répond à l'OIDH de la CPI. Donc, le président Gbagbo n'a fait demander qu'à son avocat de dire à la CPI que l'engagement que vous avez pris là, il faut aller vite, il faut le réaliser. Pourquoi? Parce que moi, président Laurent Gbagbo, lorsque j'allais m'enrôler en 2022, devant le monde entier, j'ai dit ceci, qu'il y a 3 personnes, mes 2 aînés, le président Bédié et le président Ouattara et moi, nous avons le devoir historique de laisser à la Côte d'Ivoire aux générations futures un pays pacifié. Quand le président le dit,
Il ne le dit pas seulement parce que ces 3 personnes ont occupé les hautes fonctions, c'est vrai, les plus hautes fonctions de l'État, mais c'est parce qu'elles sont tous des acteurs importants de cette période-là. Le président Ouattara dit à son 4e serment qu'il va faire, c'est cela, le mandat de la transition générationnelle. Bon, moi, je n'étais pas là pour 2022, parce que j'ai écouté ce qu'il dit maintenant. Le président Gbagbo ne fait que le rappeler. Pour dire qu'on ne peut pas laisser à des générations un pays où il y a une partie de la population qui a le sentiment d'être exclue, de ne pas faire partie de la nation, et qu'on peut faire de tout ce qu'on veut, il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Ce n'est pas juste, ce n'est pas ce que nous voulons. Affrontons, ayons le courage d'affronter les fantômes de notre passé. Ne laissons pas les fantômes de notre passé nous défrayer. Il faut les vaincre. Pour les vaincre, il faut que nous acceptions de poser les actes qui vont dans le sens de la réconciliation. Ce faisant, le président n'est pas dans une logique de vengeance. En droit, dans une société, la justice n'est jamais un instrument de vengeance. Quiconque a recours à la justice pour clarifier une situation n'est pas dans une logique de vengeance. Le président ne vise personne en particulier. Son intérêt, c'est la Côte d'Ivoire. Son message est un message patriotique. De grâce. Que nos considérations partisanes ne viennent pas enlever le caractère hautement patriotique de cet appel. Que personne n'ait peur. Lui, il allait à ces pays. Il a été disculpé d'innocenté, il est revenu. Mais l'histoire de notre pays ne peut pas continuer comme ça, avec des zones d'ombre qu'on n'arrive pas à éclaircir. En appelant les Ivoiriens, il veut donner un sens à son engagement de donner à la Côte d'Ivoire, à la génération future, un pays vraiment réconcilié. Ce serait une erreur collective, une irresponsabilité collective de céder à nos enfants les conséquences de notre propre futur. Donc l'appel du président de Gbagbo, c'est un appel à la responsabilité collective. Parce qu'il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut restaurer la Côte d'Ivoire. Et dans tout ça, l'élément clé de la requête du président de Gbagbo, c'est la question des massacres de l'Ouest. Une telle situation, c'est une plaie purulente qui ne peut pas rester au fronton du front de la République de la nation. Tôt ou tard, si ça ne peut pas évacuer, ça ressurgira. Et généralement, je vais finir par là. L'histoire montre très souvent qu'il y a des crises qui naissent à des périodes lointaines. Sans que l'on ne sache les puissances de ces crises, les puissances historiques de ces crises. Et ces crises-là, généralement, elles au moment où même les acteurs ne sont plus présents. Et le monde se trouve, mais pourquoi les gens sont arrivés là? Je vous en prie. Lisez le rapport du professeur Denis sur le Rwanda. Vous comprendrez pourquoi il ne faut pas s'amuser avec ce genre de choses, parce que les rancœurs se transmettent de génération en génération. Et lorsque la chaîne des rancœurs ne s'arrête pas, vous êtes en train de préparer une mine explosive pour les générations à venir.
que Dieu nous sauve. Et Dieu sauve la Côte d'Ivoire pour une fois encore. Nous faisons donc le chemin qui ne vise personne. Il a emmené une Côte d'Ivoire totalement réconciliée. Que Dieu nous dise. Ils sont nombreux. Ceux de l'autre côté, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, d'autres personnes, qui trouvent que la publication de ce courrier-là est inopportun dans cette période où Alassane Ouattara a été investi. Que leur répondez-vous? Merci. Que répondez-vous à ceux qui affirment que revenir sur les crises passées pourrait diviser davantage le pays? Deuxièmement, le PPC envisage-t-il des initiatives internationales pour soutenir cette démarche? Je suis Samuel Tadio, journaliste à l'Infodrome. J'ai une question. Comment vous l'appelez? Répondez s'il vous plaît. Samuel Tadio, journaliste à l'Infodrome. Alors, le PPACI réclame aujourd'hui la vérité sur la rébellion, alors que Guillaume Soro, chef politique de cette rébellion, est désormais membre du Front commun. Comment conciliez-vous la demande de vérité totale sur la rébellion avec une alliance politique avec celui qui en fut le principal leader? Est-ce à dire que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde? Du canal de Chénier. J'ai deux questions. Quelqu'un m'a répondu à la suite de la lettre du président Gbagbo que le président Gbagbo avait amnistié les ex-rebelles. Et puis aujourd'hui, il demande encore qu'un procès soit ouvert, que la CPI rouvre le dossier sur la rébellion. Est-ce que c'est cohérent? Deuxième question, qui a intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité sur toutes les crises que vous venez de citer? Qui a intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité sur le coup d'État de 1999? Qui a intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité sur la rébellion et puis les autres crises qui y sont liées? Merci. Pan African Media TV. Monsieur le ministre, quelles sont les garanties que le PPACI, votre parti, propose pour que cette quête de vérité ne se transforme pas en un règlement de compte politique? De presse à l'info. La première question va aller un peu dans le sens de l'intervention, la question du premier intervenant. Pourquoi une publication, on va dire, pourquoi une lettre maintenant? Et surtout le jour de l'investiture du président Alassane Ouattara. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est quelles pourraient être les conséquences si cet appel du président Laurent Gbagbo reste sans réponse? L'Alliance. Vous les joignez, en même temps, je réponds à la dernière intervenante sur l'opportunité. Écoutez, sur ces questions, nous sommes maîtres de nos calendriers. Le président est maître de son calendrier. Au moins, reconnaissons-lui ce droit à la parole. Maintenant, supposez que vous-même vous pensez qu'il y a une addition qui soit liée, donc que cette opportunité soit liée à l'investiture du président Ouattara. Alors, je vais répondre que dans ces conditions-là, le président était très bien inspiré. Parce que c'est lui qui est le chef de l'État. C'est lui qui a dit qu'il va donner le pouvoir à la génération à venir. On ne fait que lui rappeler que, comme je vous l'ai dit, c'est que le président a toujours dit, chers frères, il ne nous reste plus que 2 fois un mois. Il ne nous reste plus que 2 fois un mois. J'ai compris ton message, tu veux faire, tu vas transmettre, tu veux transmettre la Côte d'Ivoire à une nouvelle génération.
Au moment où tu prêtes serment, je voulais te demander d'inclure dans ton calendrier en priorité la résolution définitive de toutes ces crises-là, pour que la Côte d'Ivoire que nous envisageons de donner aux générations futures soit exclue de tous les sentiments. À supposer que vous pensez qu'il est indien, alors le président n'a pas eu tort, il a dit juste en demandant au président Ouattara d'en tenir compte. C'est tout ce que je dois déterminer par rapport à ça. Et monsieur vient de faire tout ça. Alors, que revenir, ça c'est Ferdinand qui dit, revenir sur les crises, envenimer la situation, ainsi de suite, les crises passées. C'est justement l'erreur. Tout à l'heure, je vous ai parlé des fantômes, nos fantômes. Le problème, ce n'est pas du tout revenir sur la crise. Je rappelle que dans un État, dans une république, en tout cas, ceux qui ont réfléchi l'État depuis les Grecs jusqu'aux Romains, et que nous continuons aujourd'hui, le pouvoir qui est censé unir, c'est le pouvoir judiciaire. C'est pourquoi nous avons toujours dit que les magistrats ont une responsabilité énorme. Parce que nous, les politiques, la politique, elle est fondamentalement conflictuelle. Il n'y a pas de structure de l'État, de la République qui se fonde. Donc, demander à la justice de faire la lumière sur une situation, au contraire, c'est de réconcilier. Parce que là où la politique sépare, la justice est appelée à unir. Voilà. C'est pas le président Laurent Gbagbo n'est pas allé voir les chefs d'été pour lui venir me clarifier cette situation-là. Il n'est pas allé voir les chefs Baoulé, il n'est pas allé chez les Maou, c'est beau. Il est dit, allons-y voir les magistrats, les juges, qu'ils soient en interne ou à l'international, on a un sentiment d'injustice et ce n'est pas bon pour une république. Le dire, ce n'est pas entrer la séparation. C'est pourquoi je vous ai dit, nos fantômes, même les plus violents, il faut que nous les affrontions et il faut qu'on les peigne. Est-ce qu'il y a des initiatives de soutien internationaux à cette initiative? Je crois que le soutien le plus important, c'est la CPI. C'est la CPI, je vous l'ai dit, le président Gbagbo, il n'a pas créé, ce n'est pas une affaire nouvelle qui porte devant la CPI. Il dit à la CPI, vous m'avez dit dans cette affaire, et je rappelle que ici, là, à la CPI, il y a une notion qu'on appelle Côte d'Ivoire 2. Il demande tout simplement ce que vous avez promis de faire en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on le fasse. Et c'est tellement important que ces choses soient évacuées. Parce que non seulement ça réconcilie les Ivoiriens entre eux, mais c'est une puissance aujourd'hui, et je le dis très souvent à mes amis français, je dis, voyez-vous, même si la France aujourd'hui officielle refuse, elle fait d'ignorer l'impact de son rôle dans la crise ivoirienne, dans la perception que l'Afrique a d'elle, mais cette réalité-là, elle est là, elle existe. Parce que dans les décisions du juge, la majorité de la CPI ont été claires. Très souvent, ils ont fait allusion à ça. Comment l'opinion en Côte d'Ivoire perçoit le rôle de la France et de l'ONU en Côte d'Ivoire. Or, on a besoin d'évacuer tout ça pour que nos rapports se normalisent. Donc, les premières initiatives, c'est un appel collectif. Et la CPI, c'est l'organisation internationale par excellence, c'est le tribunal international. Donc, on sait la CPI, mais pour que toute la communauté soit attirée, l'attention de la communauté soit attirée sur cette situation. Est-ce que Soro Guillaume
Alors, rappel, Soro Guillaume, le GPS ne fait pas partie du fonds commun. Première chose. C'est vrai qu'il a mis pour des questions bien précises, l'organisation des élections propres, et ainsi de suite. Il y a eu convergence de vue. Mais le fonds commun n'a pas été créé pour lutter pour préserver l'impunité. Le fonds commun a été créé pour qu'il soit bien pris. Et je ne crois pas les questions que le président a posées, c'est des questions bien précises. Et je pense que le président Soro lui-même, il doit se poser ces questions. Finalement, comme je suis en exil, mais la rébellion là même, j'ai gagné quoi dedans même? Si je n'ai rien gagné, mais qui est bénéficiaire? Donc, qui a financé la rébellion? Je pense que lui aussi, les questions que le président Laurent Gbagbo a posées, l'indirect, les réponses l'indirect aussi. Donc, il n'est pas visé, c'est pas lui qui est visé. De toute façon, lui-même, il a revendiqué, il a bien publiquement revendiqué être chef de la rébellion. Donc, il n'y a rien à cacher sur lui. Mais c'est tous ceux qui sont derrière, parce que quand même le président il dit quand même Soro il venait de quitter l'université. Donc voilà. Donc il n'est pas visé, puisque de toute façon lui-même s'est déclaré déjà comme étant responsable de la rébellion, mais c'est toutes les mains qu'on se donne d'avoir guidé et financé qui sont des non-chefs. Dans cette affaire, il y a la culpabilité et il y a la responsabilité, les deux se jouent ici. Les faits de 2000, le massacre des Ouéa, on a jamais été amnistié. Et je rappelle que les crimes contre l'humanité qui relèvent la fonction de la TPI sont imprescriptibles et aucune amnistie n'est pour. Parce qu'on estime que ce sont des crimes dont la portée ne se limite pas seulement à un pays. Donc un pays ne peut pas décider d'effacer des crimes dont la portée s'étend au-delà. C'est ça le crime contre l'humanité. Donc, sur ce point-là, si vous voulez, l'amnistie ne fait pas opposition à la requête présidentielle. Dans tous les cas de figure, il appartient à la CPI de décider ce qui a lieu de possible ou pas sur l'amnistie. Et je rappelle, je vous ai donné la lettre de réponse qui a été faite par la CPI à l'OIDH. Vous allez le continuer. Qui a intérêt à ce qu'on ne sache pas la vérité? Nous tous, on se pose la même question. Nous tous, on se pose la même question. Et c'est pourquoi le président rappelle la CPI. Je n'ai pas la réponse. C'est seul la CPI qui doit nous dire exactement la réponse. Quelle garantie que, ça c'est Sylvain qui dit ça, quelle garantie que nous avons pour savoir que l'initiative ne va pas se tourner en règlement de compte? C'est ça, là. J'ai dit, il n'y a pas de règlement de compte en matière judiciaire. Le juge, son rôle, c'est de dire tu as tort, tu as raison, pour que celui qui a souffert de ces crimes-là puisse déposer son esprit qui est trouvé. Donc, si ça a été d'une initiative qui dit, nous là, on cherche de nous-mêmes, je veux dire, je bloque la justice. Je vous ai dit, il n'y a pas jamais la justice n'est utilisée, présentée comme instrument de vengeance. C'est pourquoi justement, les juges ont toujours horreur qu'on leur prête l'intention de être des instruments de vengeance. Les juges, les juges. Madame, je crois que je vous ai répondu déjà à la première question. Qui nous donne celle d'abord. Il reste la dernière question de savoir quelles pourraient être les conséquences au cas où. Madame, voyez-vous, c'est pourquoi nous demandons que cette
question ne soit pas traitée sous l'angle purement avec un regard partisan. Si nous continuons de poser cette question avec un regard partisan, nous allons laisser percevoir la portée historique de cette démarche. Il n'y a aucune raison que c'est maintenant la TPI qui a ouvert un dossier de lui dire d'aller plus vite et de mener ses enquêtes jusqu'au bout. Donc il n'y a même pas de... Je ne vois pas en quoi cela pourrait ne pas aboutir. Mais au cas où vous pensez que ça n'aboutirait pas, il faut retenir quelque chose. Les hommes d'État, un homme d'État, il ne gère pas. Ou un homme politique, pas forcément d'État, mais un homme politique. Que notre action ne soit jamais une action circonscrite immédiate. Parce qu'en politique, tout ce que nous faisons aujourd'hui, il y a des conséquences énormes sur le long terme. C'est pourquoi quand nous faisons tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons quelques conséquences sur le long terme. La conséquence de cette négligence, depuis 1989, c'est ça qui nous conduit là. Où des gens pensent qu'il faut nous faire des coups d'État, qui la rébellion, qui tuer, qui voler, et puis il n'y a rien. Quand ça finit comme ça, c'est la nation qui est en train de se citer. Les fondations de la nation qui sont en train de se citer. Et nul n'a intérêt à ce que notre nation soit. Faisons en sorte que les générations futures ne nous jugent pas mal. Ne nous fasse pas irresponsables. Donc, la conséquence, si les choses continuent comme ça, c'est que nous préparons nos pays à une crise encore plus grande que le premier pays. Chers amis, c'est bon? Il y a une autre question? On est là pour les questions. De l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, artisan du développement de la Côte d'Ivoire. Merci pour la stature et la multidimension que vous continuerez d'insuffler à notre nation. Dans ce élan constant qui vous caractérise, vous, symbole vivant de l'ambition collective du peuple ivoirien. Le Conseil constitutionnel vous salue avec déférence, Monsieur le Président de la République. Vous incarnez le sens élevé du devoir. Vous faites honneur à la Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la République. Vous faites partie de ceux qui connaissent la valeur d'un serment, celui de servir votre pays et de le bâtir en une Côte d'Ivoire unie et prospère pour le bonheur du peuple ivoirien dans sa diversité. Les vœux ardents de réussite et de plein succès du Conseil constitutionnel vous accompagnent, Monsieur le Président de la République. Monsieur le ministre, vous l'imaginez bien, cette déclaration ne vient pas de moi. Elle est de la présidente du Conseil constitutionnel. Elle a prononcé le lundi 8 décembre 2025 lors de l'investiture de M. Ouattara. L'opinion publique a été choquée par certains mots. Est-ce également le cas pour vous? Merci, Monsieur le Président. Pour moi, en tant que collègue Katina, pour le PPACI. Pour le PPACI et pour M. Katina Kouni. Mon plus républicain refuse ça. Et les plus républicains du PPACI refusent ça aussi. Tout simplement. Il n'y a pas de commentaire à faire sur ça. La Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo souhaite, que le PPACI souhaite, ne peut pas s'attendre de telles déclarations. Nous avons notre opinion, voici notre opinion. Autre question? Oui. C'est la dernière, hein? C'est la dernière. Je suis Samuel Kadio, journaliste à l'Infodrome. Alors permettez de vous poser cette question d'actualité, étant donné que vous avez évoqué le rôle de l'armée française en Côte d'Ivoire en 2010. Alors, récemment, il y
y a eu une tentative de coup d'État au Bénin et il a été dit que des forces spéciales françaises se sont déplacées de la Côte d'Ivoire pour aller opérer dans ce pays-là. Selon vous, cela démontre encore une fois que l'armée française n'est pas partie comme les gens ont tendance à le dire. Merci beaucoup. Bon, l'exemple est là, elle n'est pas partie. Mais on va aller au-delà de ça. Je vous ai dit ça la dernière fois, à la dernière vidéo. Chers amis, j'ai lu tout à l'heure, j'ai lu hier l'interview de Achille Bembe sur la question de l'Afrique. Et il a dit quelque chose. Les coups d'État en Afrique sont devenus de plus en plus nombreux. Ils vont le devenir de plus en plus nombreux. Et il a dit deux choses. Deux raisons. Première raison, l'Afrique a trahi la démocratie. L'Afrique a trahi la démocratie. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, quand vous pouvez écouter le discours que vous venez de propos de la seconde la Cour du Conseil constitutionnel, c'est quelqu'un qui fait, dont on critique le 4e mandat. Quand vous imaginez, le Bénin est loin, nous savons tout ce qui se passe. Tous ces coups ont toujours quelque chose de bas, c'est que c'est l'instrumentalisation des institutions de l'État et qui les suit. Mais je vous ai dit la dernière fois que désormais, les enjeux géostratégiques du monde vont être de sorte que la manière dont les amis viennent ou conservent le pouvoir ne comptera plus. Chers camarades, ceux qui se battent pour les libertés en Afrique, qui se battent pour la souveraineté africaine, il nous faudra retrousser les manches. Oui. Vous pensez que c'est par hasard qu'aujourd'hui la France ne peut pas conclure, arrêter un budget? Ça fait 2 ans dans son pays. Aucune catastrophe n'est tombée en France. C'est le changement des paradigmes en Afrique et ailleurs. Et vous avez écouté les colonels français, même s'il faut faire la guerre. Lorsque j'étais au Ghana, il y avait l'histoire des gilets jaunes en France. Et des amis avaient écrit, ils étaient heureux, mais j'ai dit attention, la note que réclament les gilets jaunes, la note sera payée par l'Afrique. Et j'ai donné l'image. Dans une clairière, lorsque les enfants de Lyon crient famine, les biches à côté ne doivent pas produire. Parce que pour nourrir ces enfants, les lions sont obligés d'attaquer les biches. Les enjeux géostratégiques qui se déroulent aujourd'hui, avec la multipolarisation, messieurs les journalistes, chers amis, il faut que nous ayons tous conscients de cela. Ça change tout le paradigme de nos luttes. Oui, la France interviendra partout pour préserver ses intérêts. Oui, les États-Unis interviendront partout pour préserver leurs intérêts. La seule chose que nous posons, est-ce que nous sommes conscients que dans ce monde de concurrence, eux et nous ne pouvons pas partager les mêmes intérêts? La grande question. C'est à cette question qu'il faut répondre. Et cette question, c'est une conscience nationale. Quand vous voyez le président Laurent Gbagbo qui à son âge prend encore le combat des gens, c'est parce que cette question fait partie des solutions qu'il aimerait pouvoir porter à sa nation avant de se retirer de la vie politique. Parce que c'est existentiel. Nous sommes revenus au temps du parti unique, où tout est accepté au nom d'une certaine stabilité qui procure les intérêts des puissants. Alors il faudra refouler les manches.
La France, ce qu'elle fait, elle le fait dans l'intérêt de son peuple. Elle ne le fait pas pour nous. Ce que les Américains font, c'est dans l'intérêt de leur peuple. Ce n'est pas pour nous. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons pour nos propres intérêts à nous? Que faisons nos leaders? La grande question. On revient à la problématique initiale. Est-ce que nous voulons être des esclaves toujours, ou nous voulons, nous aussi, être considérés comme des membres de cette communauté internationale et des acteurs importants? Nos ressources sont à la fois notre richesse, ressources naturelles, mais à la fois notre peine, nos douleurs et nos liens de servitude. Si nous ne nous donnons pas la conscience du peuple qui se bat, c'est la seule leçon qu'il faut retirer de ce qui se passe dans la télévision actuellement. Nous, au PPACI, nous sommes nous battre. Ça nous a coûté ce que ça nous coûte. La prison, l'exil forcé, la CPI. Mais c'est pour que les Ivoiriens et les Africains échouent. Se régalent et dire, nous aussi nous sommes des humains, membres de cette communauté, nous n'avons pas fait des humains bien déterminés pour nos intérêts. Eux, ils se battent pour nos intérêts. Nous, nous devons pas pour nos intérêts. C'est la seule chose que je veux dire pour conclure cette conférence. Je vous remercie.